Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons voyager avec nos deux invités. Samuel Liébaud est kinésithérapeute de formation, un métier qu'il n'exerce plus pour l'heure. Il revient d'un périple de 9 mois en Éthiopie pour profiter de la vie, se ressourcer et prendre le temps d'écrire. Il a d'ailleurs écrit son premier ouvrage, Sonnet d'un voyageur. À ses côtés, un autre amoureux du voyage et de l'aventure, Florent Janet, professeur d'OPS à Montureux-sur-Saône, mais aussi président du Raid Évasion Azimut, a une trentaine d'expéditions à son actif, en vélo, en kayak ou en ski. Il prépare actuellement un tour du monde à vélo. Portrait de nos deux passionnés de voyage pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour Olivia. Merci Bonjour. d'être avec nous en plateau. Florent, d'où vous vient cette passion pour les voyages, pour les aventures? Comment c'est arrivé? Merci papa, merci maman, je suppose. Maman m'a déjà fait sur la route, elle n'a pas eu le temps d'arriver à la maison, donc ça me fait déjà un aventurier dès mes premières minutes. Et puis après, ils m'ont traîné un peu partout en montagne, on a voyagé pas mal, on a déménagé beaucoup. Et à chaque fois, il faut se réadapter et puis découvrir des nouveaux lieux, donc la curiosité fait. Puis quand on grandit, on pousse un petit peu plus loin. Donc c'est comme ça que vous en êtes à une trentaine d'expéditions. On va revenir en détail sur ces expéditions tout au long de l'émission. Samuel, je le disais, vous êtes kiné de formation. À quel moment vous avez décidé de tout arrêter et de prendre une autre direction qui est pour l'instant celle du plaisir? De tout arrêter, c'était en juin 2023, un petit peu avant même, quelques mois avant. Je sentais un vide énergétique, un besoin de... quelque chose qui ne me ressemblait pas. Je me dis, c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça avec ne plus avoir envie de pratiquer de sport ou d'aventure. Et je me suis dit, il y a un truc où tu satures, ou en tout cas, arrête tout, change tout. Donc j'ai dit au 30 juin, j'arrête, je vends tout et je m'en vais. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'est une sorte de burn-out peut-être aussi On a tendance à pas forcément en parler. Je me suis posé la question, encore maintenant je me la pose. Peut-être, dans une certaine mesure, oui. En tout cas, quand il y a une usure et une fatigue mentale, on peut associer ça à du burn-out. Même si je n'ai pas ressenti des effets violents. Mais en tout cas, je me dis, un vide énergétique, c'est que... tu ne vis pas dans la bonne direction. Tu ne vas pas dans la bonne direction, donc j'ai dit, il faut changer un truc. Et moi, je suis un peu radical, quand je change, je change un peu tout. Et donc, ça a été un départ en Éthiopie? Exactement. Par une connaissance, pourquoi l'Éthiopie? Pourquoi à ce moment-là? Alors, lors d'un précédent voyage en Éthiopie qui date de 2018, j'avais donc rencontré un guide. Je l'avais rencontré en 2015, j'étais déjà allé plus tôt. Et en 2018, lorsque je m'en vais, donc j'étais resté 2 semaines et demie à peu près, je lui dis, à l'aéroport, je lui dis je serais bien resté plus longtemps. Et lui, il me dit, reste. Et je dis, je peux pas. Il me dit, pourquoi? Moi, je lui dis, le lundi, je reprends le travail, il y a mon remplaçant qui est là. Il y a le chat aussi dont il faut s'occuper, puis il y a plein de choses administratives à faire. Et je lui dis, mais toi, si tu veux partir tout de suite, tu peux? Et il me dit oui. Et alors, j'avais gardé ça un peu en tête, en me disant, il y a une liberté, c'est moins compliqué dans sa vie, en tout cas chez eux, que dans la nôtre, ou en tout cas dans la mienne. Et quand j'en suis arrivé à cette usure, je l'ai recontacté, on est toujours resté en contact, mais là je l'ai rappelé en lui disant tu te souviens ce que tu m'avais dit, si je viens, je peux venir, combien de temps? Il me dit tout le temps que tu veux, toute la vie si tu veux, tu viens, tu te poses et on t'attend. Et quand? Tout de suite si tu veux. Je me suis organisé et voilà, je suis arrivé. En Éthiopie. On va revenir sur ce voyage en Éthiopie. Florent, votre premier voyage, votre première expédition, tout seul peut-être, sans papa et maman, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, alors elle n'était pas toute seule, cette expédition. Elle était avec 2 potes de fac. On s'ennuyait un peu
dans l'amphithéâtre. Et puis il y en a un qui a dit on a qu'à se barrer en vélo. Et on a mis à exécution ça la semaine d'après. Donc on a fait toute la France. Et puis c'était une aventure fabuleuse. On est parti avec presque rien. On tapait chez l'habitant pour dormir. Et du coup on a pris le virus et on a tous continué depuis 20 ans. Donc un tour de France à vélo. Alors après, vous êtes retourné sur les bancs de la fac quand même. Ouais, c'était en Deug. Alors du coup, c'était la fin. On venait de passer nos partiels. Donc on a fait tout le sud. On est parti de Franche-Comté. On est descendu dans le sud. On a fait toute la côte. On est revenu. Voilà. Et puis l'année d'après, on était en licence. Et puis on s'ennuyait toujours un petit peu. Donc on s'est dit on a fait le sud, on a qu'à faire le nord. Donc on est parti dans les pays scandinaves en fin de licence. Voilà, et puis fin de licence, revenu du Nord, Jeff qui nous dit les gars, on n'a qu'à partir autour du monde. Donc il y a eu un petit blanc quand même à ce moment-là. On s'est dit si on part autour du monde, qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que ça change une philosophie de vie vraiment de façon radicale. Du coup, on s'est tous dit on tente une année de concours et on l'a tous eu. Donc il n'y a pas eu de grand départ. Il n'y a pas eu de grand départ, sachant que moi, quelques mois après, on m'annonçait que j'allais être papa. Donc c'était une belle aventure aussi et je me suis dit on va vivre cette aventure et puis quand la fenêtre s'ouvrira plus tard, quand les enfants seront grands, on partira sur ce tour du monde qui est prévu. Donc ça fait 22-23 ans que j'attends et mes filles grandissent, elles sortent bientôt des études supérieures donc voilà, elles pourront presque accompagner papa de temps en temps. Est-ce qu'elles accompagnent déjà de temps en temps papa sur certains voyages? Elles m'ont beaucoup accompagné. Alors maintenant, elles sont à l'âge où elles font leur vie. J'en ai une qui est en Espagne en école de vétérinaire et puis une qui est en lycée mais en candidat libre et qui court les missions humanitaires. Voilà, donc elles font leur vie, c'est cool, elles ont eu le virus. Et puis par contre, toutes petites, on est beaucoup partis en vélo, on est beaucoup partis en montagne. Elles ont été des vraies vadrouilleuses. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces expéditions jusqu'à présent? Ouais, ça m'apporte tout. Ça m'apporte la plus grande richesse dans le plus grand dénuement presque. C'est-à-dire qu'en fait, on part avec rien, un sac à dos ou un vélo, une remorque avec quelques affaires. Et en fait, au bout de 3 jours, on s'aperçoit qu'on a tout, on n'a besoin de rien d'autre. Et puis dès qu'on a une petite difficulté, on va vers l'humain, on va chercher de l'aide. Donc on passe des super moments et puis on découvre plein de gens qui ont des vies différentes, des philosophies différentes, des cultures différentes. Moi je suis un amoureux romantique, un peu fleur bleue de la vie et donc du coup je pars tout le temps très contemplatif et il y a bien sûr ce côté sportif qui m'apporte beaucoup, l'effort où on se sent vraiment vivant, on se sent plein. Mais voilà, après tous ces paysages qui défilent, tout ce temps qu'on prend pour aller à la vitesse de notre corps. Et puis ces gens, ces regards, ces sourires, ces partages. On trouve beaucoup plus de générosité dans le voyage qu'au quotidien. Il y a plusieurs dimensions. Vous parlez de la dimension sportive, bien évidemment, qui entre en compte, mais cette dimension sociale, cette dimension culturelle qui est très importante. Samuel, je vous voyais acquiescer sur certains mots de Florent. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez en allant en Éthiopie? Dans une certaine mesure, oui. Et en fait, même pour reprendre les voyages d'avant, alors c'est vrai qu'au début, on voyage parce qu'on ne sait pas toujours pourquoi au début, peut-être parce qu'on a la possibilité de le faire déjà, et puis après, on évolue. Des fois, on ne sait pas ce qu'on cherche, on y va un peu pour découvrir, et petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. Et comme disait Flo, l'idée de la rencontre, en fait, c'est ce qui fait tout le sel du voyage. Quand on rencontre des gens et qu'on partage une heure ou une journée ou un repas, c'est là où on se rend compte où on est content d'être parti et d'avoir osé partir à l'aventure. On se dit, tiens, c'est pour des choses comme ça que je vais vivre et que je vais continuer. Il y a une richesse qui est, j'imagine, tellement importante quand on va à la rencontre de nouvelles personnes. Et vous le disiez, on n'a finalement pas besoin de grand-chose. On se rend compte très rapidement que les échanges, les découvertes font qu'on se suffit. Ouais. Ça se suffit amplement. Ouais, puis moi, j'ai un grand paradoxe en moi. Je suis un loup solitaire de base. Et je passe ma vie au milieu des gens. Donc, c'est un paradoxe que j'étudie depuis longtemps, de longues années. Et en fait, qui se marie finalement très bien. J'ai une grande solitude dans l'esprit, dans la réflexion, dans la philosophie. Je vais chercher des longs moments seuls à réfléchir à plein de choses.
Et en même temps, je veux au contact de cet homme qui me fait peur quand même, de base. Hein, l'homme me fait un peu peur, me rend triste souvent. Tu veux que je me décale? Non, mais j'ai toujours été depuis très jeune très sensible quand on est un peu binaire, au bien et au mal. Et voilà, et j'ai toujours déprécié quand une personne pouvait faire du mal à quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a ce côté où j'ai un peu peur de l'homme au grand H, et de l'autre côté, je passe ma vie au milieu, certainement pour passer un message peut-être de sagesse, de rencontre, de solidarité, de générosité, je ne sais pas. Mais moi, je ne me suis jamais trop posé la question comme Samuel. Moi, la vie a toujours coulé. J'ai toujours su où je voulais aller, quoi faire. J'ai jamais eu de carcan. Donc, il n'y a jamais eu finalement de moments d'hésitation, si peut-être, mais jamais de doute sur la suite, sur l'issue J'ai jamais réussi à trouver vraiment la définition du doute, parce que pour moi, la vie, elle est faite de réflexion et de choix. Le doute, il est forcément là tout le temps, mais à un moment donné, alors ça vient peut-être du sport co quand j'étais jeune, mais à un moment donné, on nous apprend à prendre des décisions très rapides, et quand on la prend, il faut la prendre, et il faut y aller, il ne faut plus regarder à côté, quoi. Donc voilà, et quand la vie propose un carrefour, j'y réfléchis, je prends une direction, et puis je ne me dis pas j'aurais peut-être dû ou j'aurais pu. Tu as dû prendre l'autre, et donc voilà. Et puis on verra la suivante. Donc voilà, alors bien sûr, il y a des moments où des fois c'est un petit peu plus long, le processus est plus long, mais c'est pas toujours instantané. Mais cette vie m'a vraiment appris à vivre dans l'improvisation. Ma vie est une improvisation tellement géniale que j'aime marcher tous les jours en poussant le temps devant moi. Il n'y a plus rien qui m'affole. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant l'émission, Samuel. Vous me disiez, sauf que moi, je ne fais plus de plans. Oui, mais moi, je fais comme lui, mais avec 30 ans de décalage. C'est ça. Lui, il est né comme ça, peut-être. Et en tout cas, moi, c'est arrivé tardivement. Pour être exact, je me souviens que quand j'étais étudiant en école d'ostéo, donc j'avais, je ne sais pas, autour de 25-28 ans, il y a un moment, donc je quittais Vittel pour aller m'installer à Toulouse. Et donc j'avais 3-4 mois de libre. Et j'avais rien prévu. Et c'est une collègue d'études qui me dit « Tu vas faire quoi ?» Moi, je dis « Rien. » Et puis elle me dit « T'es bête, faire un voyage ?» Et en fait, ça ne m'était pas venu à l'idée. Et c'est de là que j'ai commencé à avoir des réflexions sur l'ouverture, le voyage. Donc ça arrivait très tard. C'est ça. Mais ça peut arriver alors. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour que ça arrive. Oui. Et par contre, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, et après on se dit pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt, et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir de voyage, quelque chose qui vous a marqué pour telle ou telle raison, Florent? Ouais, j'aurais du mal à parler d'une anecdote tellement j'en ai 10 000, 100 000 en tête. C'est pour ça que je vous ai un petit peu mis en difficulté avec toutes les photos que je vous ai envoyées. Parce que, on en voit défiler quelques-unes. Ouais, quand on est parti aux quatre coins de l'Europe comme moi, parce que j'essaye de rester pour l'instant depuis mon chez-moi avant de partir vraiment loin, qu'on a vu différents types de pays, différents types de cultures, de météo, de terrain. J'ai fait de la route, mais j'ai fait aussi du désert de lave, j'ai fait de la neige, etc. C'est tellement riche qu'une anecdote, c'est impossible. Quand je commence à en parler avec des gens, on reste la nuit à en parler. Une anecdote, si l'anecdote, mon premier voyage, comme ça sera, c'est celle qui est marquante. On était 3 pas beaux, sortis de la fac. Moi, j'avais les cheveux longs, on partait direction de la Scandinavie. On traverse la Belgique et on avait décidé de partir sans tente, de taper chez l'habitant. Et le soir, on va taper dans une maison. C'est une dame qui nous ouvre. Et elle avait 2 petites à ses côtés. Et on lui dit bonjour, on est 3 Français en voyage, on veut rencontrer du monde, on cherche un endroit pour dormir. Et elle nous répond ouais, mon mari n'est pas là, il rentre dans 1h30, mais rentrez, on va boire un coup, on va l'attendre et on trouvera ce qu'il faut. Et là, on est rentré. Donc, les petites, en 3 minutes, elles nous avaient adoptés. Le mari est arrivé, même pas surpris. Il nous a installés dans le garage et tout. Et elle dit ce soir, vous restez manger. Il y a une amie qui vient. Donc, une amie qui était célibataire, eux étaient mariés, ils venaient d'avoir des enfants, nous on était étudiants, et on a parlé toute la nuit autour de la notion du temps de la vie, comment chacun voyait le temps. C'était fabuleux. Voilà. Et à partir de là, j'ai dit ces soirées éphémères nous restent à l'esprit à vie.
Les 10 000 rencontres, je m'en souviens comme si c'était hier. Est-ce qu'on serait aussi accueillant en France? On n'y est pas parce qu'on a peur. On a peur de notre propriété, on a peur de notre sécurité. Quand vous allez en Scandinavie, c'est totalement autre chose. En Scandinavie, on n'arrivait pas à dormir dehors. Dès qu'on tapait une maison, on était accueilli. Alors qu'en France, sur 3 semaines, on a dormi 2 fois chez l'habitant. Et après, on a dormi un petit peu où on pouvait. Mais pas que les gens sont... Ils ne sont pas moins accueillants, ils sont plus craintifs peut-être. Oui, craintifs. Et puis on a la culture de la propriété en France. C'est-à-dire que non, s'ils viennent chez moi, ils vont me déranger dans mon confort, j'avais prévu autre chose ce soir. Ils ont du mal, les Français, à casser leur routine comme ça à la minute près en disant « oui, bah, bien sûr, venez, on va s'arranger ». Il y a beaucoup de pays où ils peuvent le faire, ils savent le faire, où ils adorent ça même. Les Français ne sont pas trop dans l'improvisation. Ils aiment bien anticiper, calculer, tout ça. On va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. L'expédition d'une vie, c'est son nom, et il est signé Anne Didier. Une courte balade à Gérardmer, un prétexte pour se retrouver et se remémorer les moments qu'elles ont vécus il y a peu lorsqu'elles ont gravi le Kilimandjaro. Il leur a fallu 6 jours pour atteindre le plus haut sommet d'Afrique qui culmine à 5895 mètres d'altitude. L'expédition d'une vie, bien loin d'un unique défi sportif pour les 12 Vosgiennes, âgées de 40 à 66 ans et aux profils différents, certaines touchées par le cancer, d'autres rencontrant des difficultés personnelles, qui ont participé à l'aventure. L'objectif, il est différent en fonction des personnes, mais je pense que pour toutes, c'est de s'offrir une bulle d'oxygène et de ressourcement. L'idée, c'est qu'elles puissent se déconnecter un peu du quotidien, vivre un moment intense ensemble et y découvrir certaines choses. Donc peut-être en introspection, peut-être justement dans la relation à l'autre. Pour chaque participante, c'était très différent. Pour moi, c'était un challenge à la fois sportif, mais aussi c'est un moment pour se retrouver, prendre du temps pour soi. Et puis aller aussi puiser au fond de soi pour arriver jusqu'au sommet. Je voulais connaître ça, voir jusqu'où en fait je pouvais aller. Bizarrement, c'était d'abord le défi sportif qui m'a motivée. Mais en fin de compte, quand on rentre, on se rend compte que c'était pas le défi sportif le plus important. C'était le défi d'aller puiser au fond de soi l'énergie, la force, l'envie pour aller jusqu'au bout. Un esprit de groupe primordial pour y arriver et pour les accompagner, 50 porteurs, 6 guides, 4 cuisiniers qui faisaient bien plus que de s'occuper de la logistique du campement. Les guides sont vraiment attentifs à la fois à la partie santé physique et puis au bien-être moral et au bien-être global. Ils sont là tout le temps, ils viennent, ils voient quand il y a un petit peu de retrait, etc. Comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe. Je pense que seul, il y a certains moments où on réfléchit quand même. Et la force du groupe nous pousse à continuer. C'est vrai que d'arriver toutes au sommet, la joie est plus intense parce qu'on a toutes vécu des moments difficiles, mais on a tous passé notre objectif. Un moment hors du temps, une bulle dans laquelle certaines voudraient rester encore longtemps. Pour ne rien oublier, Andréane a choisi de tout retranscrire sur papier. C'était tellement intense qu'au final, j'ai un peu peur de perdre tout ça. Donc c'est pour ça que là j'écris et je me dis j'en mets plus que ce que je fais habituellement, quoi. Alors on parlait tout à l'heure de ce que peut apporter un voyage. On le voit dans ce reportage, il peut apporter beaucoup. On l'a entendu, hein, l'une de ces femmes a choisi, elle, de retranscrire son aventure humaine et sportive en dessinant. Samuel, vous avez fait le choix de l'écriture, on ne l'a peut-être pas encore dit depuis le début de cette émission. Il n'y a pas que le voyage en Éthiopie là-dedans, ça retrace. C'est en Éthiopie que vous avez pris le temps d'écrire ? Oui, c'est arrivé un petit peu de manière, je ne sais pas, hasardeuse. Quand on a beaucoup de temps pour soi, alors ici, quand on est pris dans le rythme, je ne sais pas, de famille, de travail, de plein de choses, on n'a jamais le temps. Là-bas, j'avais du temps, mais vraiment plus qu'il n'en fallait. Donc, du coup, je me posais des questions dans toutes les directions et je suis revenu à des poèmes que j'avais écrits déjà il y a longtemps. Et puis, j'ai développé, j'ai dit, tiens, je vais faire un recueil pour moi déjà. Et puis après, j'ai poussé un petit peu, j'ai dit, tiens, je vais agrémenter, je vais mettre des photos de voyage. Et puis après, l'idée m'est venue d'essayer de publier ce livre-là, quoi. Alors, vous avez fait le choix du poème, du sonnet. Pourquoi cette forme-là d'écriture ? Alors,
je l'explique un peu dans le préambule, je suis de formation scientifique et donc j'ai toujours besoin d'un cadre qui m'aide, on va dire, à me développer ou ou en tout cas, je m'appuie sur quelque chose. Et le cadre du sonnet, ça allait bien pour moi parce que on compte les pieds, on compte les vers et tout ça. Et après, je me dis, ça m'oblige à dire ce qu'il faut sans déborder, sans aller trop loin. Et alors c'est un travail, mais qui pour moi allait très bien. C'est ce qui vous convenait, en tout cas, c'est au moment où vous l'avez fait, en tous les cas. Florent, vous faites des photos pendant vos voyages, bien évidemment. Mais sinon, est-ce que les souvenirs restent uniquement dans votre tête? Jamais vous vous êtes dit, moi, je vais écrire un livre, je vais retranscrire tout ce que je vis? Si, à chaque voyage, j'écris un carnet de voyage, hein, comme beaucoup de voyageurs. Je pars avec mon petit carnet et mon stylo au fond de mon sac. Et je retranscris mes émotions, je retranscris mes rencontres. En fait, on s'aperçoit que ce qui nous tient à cœur, c'est retranscrire nos émotions. Pour moi, la vie, c'est l'émotion. On vit pour vivre des émotions, pour se remplir le cœur et l'esprit de belles choses. Et c'est comme ça que je vis mon métier, c'est comme ça que je vis tout ce que je fais. Et forcément, là, j'ai une petite armoire à la maison, j'ai plein de carnets, j'ai toutes mes photos de partout, que ce soit des photos anciennement, parce qu'à 25 ans, on avait des vraies photos, des diapos sur l'ordi. Et je me suis dit qu'un jour, je prendrais le temps de me poser et de retranscrire toutes ces belles aventures sur un plan un petit peu philosophique, philosophie de la vie, avec les photos, mes expériences, mes émotions, le fil conducteur de ma vie. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas 1 minute à moi par jour, mais ça viendra. Je le disais en introduction, pour vous présenter, vous avez plusieurs casquettes. Donc, vous êtes professeur de PS à Montureux-sur-Saône et vous êtes également président du RAID Évasion Azimut. Ouais. Jamais vous vous êtes dit, finalement, comme Samuel, je quitte tout et je pars faire le tour du monde? Alors pourquoi? Non. Par peur? Par sécurité? Non, pas du tout. En fait, par envie. Je suis quelqu'un qui a une énergie folle. C'est comme ça. Les gens, des fois, me disent, tu ferais bien de te calmer, de ralentir un peu. Et je suis comme ça. J'ai une énergie folle. J'ai besoin de la donner. J'ai besoin de l'exprimer. J'ai des projets, j'ai 1000 projets à la seconde que je mets souvent en état. Et voilà, donc là, effectivement, je suis prof, je suis président du comité départemental, je suis à la Ligue, je suis formateur à Vichy, je suis coach, voilà, et j'enchaîne tout ça tous les jours, tout le temps. Je dois dormir 3 ou 4 heures par nuit. Mais c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon plaisir, c'est mon kiff. Et ça fait même 4 ans, depuis le Covid, que je ne suis pas parti en expédition. Parce que je ne sais pas si c'est le Covid du coup, mais qui m'a injecté ça, mais je vis une aventure humaine sur le territoire vosgien tellement extraordinaire à travers tous ces projets qu'on met en place. On est rentré dans le socio-sport, là on est rentré dans le sport santé, sport loisir, enfin c'est génial. Finalement mon aventure elle est là, donc ma fenêtre temporelle elle est là, j'ai du temps, mes filles sont loin, j'ai du temps à donner aux gens, je ne me pose pas de questions sur ce que je suis en train de faire, je sais que je kiffe. Et je sais que la fenêtre pour partir plus seul ou à deux ou plus loin ou plus longtemps viendra. Et puis le temps de me poser et d'écrire comme ça viendra aussi. Voilà, aussi. Et j'ai pas peur de me dire et si m'arrive quelque chose entre-temps. En fait, c'est une question que je ne me pose pas du tout. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Samuel, est-ce qu'il y aura une prochaine envie, un prochain départ, un prochain voyage, un prochain projet peut-être? Alors c'est vrai que maintenant, je suis un peu comme Flo, j'essaye de conjuguer mon futur, mais au présent. Et je ne fais pas trop de plans, et je prends un peu comme je le ressens et comme ça vient, sans que ça me pose aucun problème si les choses changent. Et donc j'envisage de reprendre des études en 2025, dans une école à Douarnenez, en Bretagne, dans le Finistère, pour apprendre à fabriquer des voiles de bateau. Alors, c'est symbolique, mais la voile de bateau, c'est l'horizon, c'est le voyage. Et mon prochain livre fera écho à l'océan et au Finistère. Faut t'y retrouver. Après, est-ce qu'il y aura un départ en bateau, peut-être, alors? Alors, il peut avoir ça. J'ai postulé pour plusieurs projets en cours d'année, notamment, alors on n'en avait pas parlé, mais c'est une fondation suisse qui emmène des adolescents en rupture en mer sur des voyages au long cours qui durent 2 ans ou 3 ans. Et donc, il y a un départ en 2025. Moi, j'ai postulé, j'ai échangé avec eux, avec un projet scientifique et un projet artistique.
Et alors ce serait super hein, s'ils m'appellent, moi je pars demain. Mais après, voilà, ils m'appelleront peut-être pas. Et c'est pas grave, je vis comme ça vient. Et visiblement, ça a l'air de bien se passer. Il nous reste 40 secondes, Florent. Donc, le prochain, en tout cas, dans quelques années, il y aura un tour du monde. Et ça, c'est quasiment sûr. C'est quand même une envie. Ouais, c'est une envie qui m'habite depuis toujours, depuis tout petit, parce que j'ai toujours aimé regarder l'horizon, tout comme j'adore regarder précisément. J'adore regarder une fleur, une fourmi, et tout comme j'aime ouvrir mon regard sur l'aventure, le paysage, l'horizon. Donc, ouais, le tour du monde, c'est un voyage d'une vie. Je me suis dit, fais toute l'Europe tant qu'il y a des endroits que tu n'es pas allé. Et puis un jour, tu prendras ton petit vélo. Et justement, j'aurais besoin d'un bateau stop pour traverser les océans. Donc, si tu es open, on sera pas mal. C'est parti. Pas mal. Voilà. Écoutez, on suivra votre aventure. Vous nous tiendrez au courant. Ah oui. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été sur notre plateau Merci à tous à les toi. deux. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.